revigorer. Toutes les études qui ont été faites, elles ont été faites sur le modèle animal, rat, souris, mammifère, mais jamais chez l'homme. Donc, pour valeur scientifique, c'est un peu l'expectative, mais les résultats sont prometteurs pour ce qui a été fait sur l'animal. Il a été constaté une diminution de l'IGF-1. Cet IGF-1, c'est une hormone de croissance qui accroît les cellules saines, même les cellules tumorales et le vieillissement. Ils ont constaté l'augmentation des enzymes antioxydantes. L'oxydation, c'est le phénomène de vieillissement. Et la diminution des graisses autour des organes qui entraîne l'accumulation de graisse autour des organes, d'où les maladies cardiovasculaires. Pour faire simple, le jeûne, c'est l'animal, entraîne un accroissement de la vie, de l'espérance de vie de 20 à 30%, diminution des maladies dégénératives, les neurologiques, c'est l'équivalent d'Alzheimer et de Parkinson, la diminution des cellules tumorales cancéreuses, donc les tumeurs régressent, et les maladies cardiovasculaires régressent aussi. Donc c'est prometteur, en espérant que ces résultats peuvent être extrapolés chez l'homme. Oui, mais au-delà de ces expériences sur les animaux, ce qui est prouvé aujourd'hui, c'est que le jeûne est une détox du foie, c'est aussi une période de repos pour le pancréas, pour l'estomac. Tous ces bénéfices sont avérés aujourd'hui, Madame Hakim. Bien sûr. Le jeûne a été toujours bénéfique et a été toujours conseillé par la diététique. On l'appelle d'ailleurs le jeûne intermittent ou le fasting, entre parenthèses. C'est une sorte de privation de l'alimentation, au décalage de la prise alimentaire, au décalage des calories ou de nombre de calories. Mais après, oui, la diététique le considère toujours comme étant un régime alimentaire qui permet de perdre... Qui est bénéfique. Oui, très bénéfique pour perdre la graisse, en particulier la graisse abdominale ou viscérale. Et aussi, il donne pas mal de résultats sur le plan thérapeutique et de maladies fébriles, prévention contre plusieurs cancers, mais également, surtout, dans les... pour le cerveau, parce que contrairement aux idées reçues, que le cerveau ne fonctionnait pas bien au moment du jeûne, alors que c'est faux. Le cerveau fonctionne très très bien au moment du jeûne. Pourquoi? Parce qu'il s'oriente vers une autre source d'énergie qui est les acides gras. Donc il puise son énergie sous forme de corps cétonique. Alors il utilise ces corps cétoniques pour déjà améliorer la concentration et la sécrétion et la création de nouveaux neurones. Donc c'est un double effet qui permet à la fois de faciliter la concentration, mais aussi comme il a dit, notre spécialiste, prévention contre les maladies dégénératives, Alzheimer et Parkinson. Oui, tout cela à condition que ce jeûne, justement, soit observé d'une manière saine, sans excès. Ce qui n'est pas souvent le cas chez nous en Algérie ou dans le monde musulman d'une manière générale. Le challenge est donc de pouvoir réactiver son corps, je parle du moment de la rupture notamment, réactiver son corps sans l'agresser. Nous, Algériens, en bon Algérien que nous sommes, on va avoir une table achalandée avec une nourriture très riche et on a tendance à ingérer énormément d'aliments en pensant peut-être parfois à tort qu'en mangeant beaucoup, on va avoir moins faim. Est-ce que c'est juste ? Oui, on a tendance à tomber bien sûr dans cette grosse erreur, surtout après la rupture du jeûne. On a tendance à plonger sur l'alimentation et doubler les quantités en disant que le lendemain on ne va pas avoir faim, on va être en bonne forme, on va avoir une bonne humeur, etc. Alors que c'est faux, ça n'a rien à voir avec la quantité d'aliments, mais bien au contraire, ça a en relation directe avec le sommeil et la qualité surtout d'aliments. Pour le sommeil, bien sûr, plus on dort bien, plus il y a la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la leptine qui intervient au niveau du centre de la faim et de la satiété qui inhibe la faim. Il y a aussi, mais sinon si on dort très mal, il y a une autre hormone antagoniste qui va stimuler la faim. Du coup, on a faim le lendemain. Après, il y a la qualité des aliments. Oui, il y a des aliments qui favorisent le sommeil et des aliments on va parler de tout cela plus en détail tout à l'heure. On va détailler. On va voir juste un reportage. On va revenir à vous, docteur Ouakour. On va voir un reportage justement qui va nous expliquer un peu tout cela, le mode alimentaire des Algériens et comment peut-être pouvoir concilier Ramadan et alimentation saine. Regardez ce reportage signé Falida Ben-Muslim.
On s'abstient la journée et somme en excès le soir. Ramadan modifie notre façon de s'alimenter et nos habitudes culinaires favorisent les aliments riches en sucre et en graisse, qui nous seront d'aucune aide pour tenir durant des journées de jeûne. Généralement, les Algériens préparent beaucoup de plats qui ne sont pas bons pour notre santé ou pour l'organisme interne. Donc, et puis, manger rapidement. Ils mangent rapidement, ils mangent une très grande quantité et on a un laps de temps très très court. Et donc, ce qui fait que beaucoup de problèmes au cours de Ramadan, qui est un mois sacré, qui est fait pour détoxiquer le corps et non pas pour accumuler beaucoup de toxines. طبلة تاع رمضان معروفة في الجزائريين. عندنا الشريبة ديما ما تخطيش، وهذاك البوراك اللي عنده أكيد ما يخطيش، الشباب يحبوه، واللي ما عندوش ما ينداك. طواجن عندنا باينين، الدولمات الكباب تاع زمان هادو ما حنا نطيبوا. يروح ليوات مثلا القريوش الصامصة، كاين اللي صحيح وياكل مقروط معليش تقيل ياكل يشرب قهوة تاي باينة. Vous l'aurez compris, nos apports alimentaires augmentent d'une façon spectaculaire durant une soirée. Pensez plutôt à structurer vos prises alimentaires en 3 repas et évitez de grignoter continuellement. Normalement, on est censé perdre du poids au mois de Ramadan. Là, c'est le contraire. Voilà, le surplus. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas sainement, c'est-à-dire on ne mange pas ce qu'il faut pour notre organisme. On mange beaucoup et mange de grandes quantités, trop de gras, trop de sucré. Même durant la soirée, donc, et on ne boit pas beaucoup d'eau, et on prend beaucoup de café, beaucoup de thé, beaucoup de sucreries le soir, et donc, ce qui fait qu'on aura après une déshydratation, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, donc la journée elle est très longue. Secondo, on aura excès de sucre et excès de gras, d'acide gras libre ou de cholestérol ou de cumul de gras, et donc une asthénie, des troubles digestifs, des ballonnements abdominaux, une constipation, une lourdeur, une fatigue terrible, donc, et on aura mis l'organisme Tarna en danger. En pratique, il faut donc bien s'hydrater, bien s'alimenter, en pensant aux vitamines, aux minéraux et au sucre lent. Al-Ftour, ils font la shorba très légère, avec un peu de viande, pas trop de viande de mouton qui est très riche en matière grasse et tout. Ils mangeaient du couscous au sahur. Ils ne prenaient pas des sodas et la limonade et tout ce qui s'ensuit, pas trop de sucré, ils n'avaient pas tout ça. Les fruits et les légumes, ils avaient les féculents. Donc ce qu'il faut pour notre organisme. Le mois sacré qui tient la promesse d'une ambiance positive où toutes les tentatives gourmandes sont permises. Pensez à bien le vivre en prenant soin de votre santé. Nous venons de voir justement que le ramadan est en finalité, vu les témoignages des Algériens que nous avons écoutés. Le ramadan est tout compte fait le mois de tous les excès. On va manger trop sucré, trop gras, trop salé. On ingère quelque chose comme 4000 calories par personne en soirée, ce qui est énorme. À quel point cela peut être dangereux pour notre organisme d'ingérer autant de quantité alimentaire dans un moment très court justement? Si vous permettez, je ramène une mise au point. Le message que nous avons donné sur les bienfaits du ramadan et du jeûne ne s'applique pas à des personnes malades, fragiles ou prépubères. Dans ce cas-là, si on jeûne dans ces conditions-là, sans contrôle médical, on aboutit à des résultats catastrophiques. Ça s'adresse à des personnes saines. Donc. À des personnes saines en bonne santé. Pour revenir sur les excès alimentaires, le bénéfice du jeûne, c'est de manger de manière modérée et soumettre les cellules à un stress pour la régénération. Maintenant, si on ramène des calories de 4000 calories alors que nos besoins sont de 1500 à 1800 calories, le bénéfice s'en va, il n'y a aucun bénéfice puisque les réserves seront tellement excessives que le corps ne puise pas dans ses cellules. Il n'y a plus d'autophagie, il n'y a plus de destruction, il n'y a plus de régénération. Donc ces excès alimentaires soumettent le pancréas à un stress important, donc il n'y a aucun bénéfice de manger en excès. Plutôt c'est
maléfique que bénéfique. Oui, justement, il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre durant le mois sacré de dyspepsie, c'est-à-dire ils ont des problèmes de transit également. Est-ce que cela est lié au jeûne ou lié encore une fois à cette façon de s'alimenter qui n'est pas forcément la meilleure? Les deux en même temps, parce que théoriquement, quand on jeûne... C'est normal d'avoir des douleurs gastriques, par exemple? Oui, bien sûr. Parce que le jeûne, c'est une période où on met le corps au repos. Donc, toutes les fonctions sont au ralenti. Donc, il y a le transit qui se ralentit. Et quand on mange en excès, il y a une dyspepsie. Les aliments s'accumulent dans l'estomac, ne sortent pas rapidement. Donc, le lendemain, on se trouve avec un ventre enflé et des flatulences ou des éructations. Et encore plus aggravé par l'absence du respect du temps de sommeil. Donc, tout ça concourt pour entraîner tous ces symptômes que nous voyons. On dit souvent que le ramadan est un pourvoyeur de malades chroniques, notamment les diabétiques. Beaucoup de diabétiques le découvrent durant ou après le ramadan. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour les maladies gastriques ou du type gastrite ou ulcère? Est-ce qu'on découvre également beaucoup de maladies de ce type durant le ramadan? Souvent, on découvre, disons, il y a eu une transition épidémiologique en matière d'ulcères en Algérie avec la diffusion de l'automédication. Mais avant, on avait les dégâts des perforations d'ulcères qu'on voit exceptionnellement maintenant étaient fréquentes au cours de la 3e et 4e semaine du ramadan. Parce qu'on soumet l'estomac à un stress très important. Il y a une production excessive d'acide et ce qui entraîne les perforations. Donc actuellement, les gens sont plus ou moins, comme je travaille dans une zone citadine, très médicalisée, on voit moins de problèmes. Mais dans les zones rurales où j'ai déjà travaillé, le mois de Ramadan, c'est là où on révèle souvent des ulcères et des gastrites. Oui. C'est dommage, c'est dommage. Pourtant, le jeûne, c'est toujours une thérapie. Oui. C'est mettre en repos. Déjà, le but du jeûne, c'est de mettre en repos le jeûne est censé avoir une fonction anti-inflammatoire de l'estomac, carrément. C'est juste? Pas évident. Non, s'il est observé correctement, encore une fois, on va mettre ça entre parenthèses. Ça agit sur les phénomènes inflammatoires, mais un estomac fragile est encore aggravé. Oui. Ce que nous avons dit. Mais il y a un détail aussi, c'est qu'au cours du ramadan, le taux d'hospitalisation des personnes âgées dépasse ce qui se voit dans les autres mois de l'année. Parce que c'est difficile de changer les habitudes, la perception du ramadan. Les gens, même s'ils transfèrent tous leurs médicaments sur la partie soirée, et là, ça entraîne un déséquilibre, et souvent on hospitalise les diabétiques et les cardiopathes. Oui. Non, mais surtout les personnes âgées, permettez-moi juste d'ajouter. Allez-y, Madame Hakim. Surtout pour les personnes âgées, pourquoi? Parce que déjà, le métabolisme de base des personnes âgées diminue avec l'âge, tout simplement. C'est pour ça, déjà, ils ont cet aspect de diminution, de diminuer les quantités. Et puis, voilà, ils ne mangent pas pendant la journée, ou déjà parce qu'ils jeûnent. Mais sinon, après la rupture du jeûne, ils commencent à manger n'importe quoi. C'est juste pour manger, en fait. Oui. Alors, je voulais également rappeler, peut-être, c'est très important, puisqu'on parle de personnes âgées, on parle de maladies chroniques, rappeler aussi les maladies auxquelles on devrait interdire de jeûner, les maladies d'ordre gastrique, comme les ulcéreux par exemple, pour éviter le risque de décompensation, justement. Pour être très simple, toute personne malade, la religion le permet, est dispensée de jeûne. Oui. Il faut être sur cette base. Certaines maladies, on encourage le jeûne, certains types de diabète chez les obèses. Dans ce cas-là, toute personne malade est dispensée du jeûne, sauf sous contrôle médical. Donc il y a un avis médical indispensable qui permet de dire si on peut ou nous ne pouvons pas jeûner. Oui. Donc pour être très simple, parce que des fois, les gens font des fatwas à géométrie variable. Oui. Là, il ne faut pas, dans une émission grand public, on ne peut pas se permettre de oui. donner. On parle beaucoup des diabétiques. Est-ce qu'on peut parler aussi des maladies, c'est-à-dire gastriques, comme par exemple la maladie de Crohn ou la maladie, la rhitocolite hémorragique? Est-ce que ce sont des personnes auxquelles on va interdire le jeûner, par exemple? Moi, personnellement, j'interdis à tous mes malades en poussée de jeûner. Il faut que ce soit des personnes en rémission ou très très bien stabilisées qu'on autorise à jeûner. Donc, toute personne malade, pour moi, c'est systématique. Elle ne doit pas jeûner, et particulièrement dans les périodes aiguës ou de poussée.
Oui. Madame Hakem, est-ce que vous pensez justement que, puisqu'on parle du jeûne, on parle de l'alimentation, est-ce qu'il serait souhaitable de se préparer au jeûne? Dans la tradition du prophète, souvent, alayhi salam jeûnait avant le ramadan. Est-ce que c'est une manière peut-être de préparer le corps à ce jeûne quand même qui dure 29 à 30 jours? Est-ce que scientifiquement, c'est une bonne chose? Bien sûr, c'est une bonne chose. C'est une préparation, tout simplement. C'est une préparation du corps pour le mois de ramadan. Pourquoi 10 jours ou 20 jours, c'est dans la moyenne entre 10 jours jusqu'à 15 jours. Pourquoi? Parce que déjà, cette période permet le corps de commencer à s'adapter à une nouvelle alimentation. Donc c'est un entraînement en fait, le mois de Chaban. Oui, on arrive au point phare de cette émission justement. Alors qu'est-ce qu'une alimentation saine? Comment concilier jeûne et diététique? On jeûne pendant 16 heures cette année. On arrive donc, on a 2 repas, hein, si on peut expliquer ça comme ça. Alors l'iftar et suhour, donc la rupture et suhour. Alors quels seraient les aliments à favoriser par exemple pour la rupture du jeûne? D'accord. D'abord ne pas éviter ce gavage. C'est ça? Oui, déjà pour éviter le gavage, comme vous l'avez dit, de commencer par une bonne rupture. Déjà, la rupture, c'est la phase, le moment du rupture de la jeûne, c'est la phase la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est la passation directe du jeûne vers le iftar, en fait. Et les 2 aliments que je conseille généralement pour rompre le jeûne, c'est un liquide et un sucre, pas n'importe quel liquide et pas n'importe quel sucre. Le liquide, c'est toujours de l'eau, soit tiède, soit à température ambiante. Pourquoi? Pour des raisons d'équilibre acido-basique avec l'acidité de l'estomac, parce que généralement l'eau, elle est alcaline. Après, le sucre, bien sûr, c'est pas un sucre industriel ou des dattes. Des dattes. Pourquoi les dattes? C'est pas fait par hasard. Les dattes, parce qu'en fait, c'est le fruit le plus concentré en nutriments. D'ailleurs, il contient les 3 types de sucre, glucose, fructose et galactose, mais en plus les 2 types de fibres solubles et insolubles. Déjà, là, il y a l'équilibre. Oui. Parce que les fibres, en fait, font que ils ralentissent, en fait, l'absorption du sucre. Oui. Mais en plus, il y a un concentré de minéraux, de vitamines, vitamines du groupe B, des vitamines C, du fer, qui est très important au mois de Ramadan. Mais après, pour commencer l'iftar, alors toujours commencer par une entrée chaude. Pourquoi? Pour des raisons aussi gastriques, soit de la chourba, soit d'une soupe, soit du potage ou voilà, selon le goût, la chourba. Du liquide encore une fois. Oui, mais chaud. Oui. Toujours une entrée chaude. Après, on peut passer à des crudités. Pourquoi les crudités? Pour apporter assez de fibres pour la digestion, pour apporter assez de minéraux et de vitamines et d'éléments essentiels et surtout de l'eau. Parce que l'eau, c'est pas 1,5 litre, c'est pas que 1,5 litre de l'eau vraiment pure. Hein, on peut l'avoir à partir avec de des fruits, par exemple, de saison, comme le melon, le pastèque aussi. C'est des fruits qui sont très engorgés en liquide, en eau. Effectivement, hein, en plus, c'est la saison des pastèques, du melon. En plus, c'est des fruits de saison, voilà. Oui, exactement. Et ça permet aussi d'ouvrir l'appétit pour le repas, qui est le repas consistant. Donc, vous conseillez de fractionner, en fait, le repas. Est-ce qu'on doit attendre, par exemple, quand on mange la soupe Bien sûr, de manger calmement et prendre son temps, etc., pour permettre un petit peu déjà la mastication, bien mastiquer. C'est pour ça qu'on a des problèmes de flatulence, etc., parce qu'on ne mastique pas bien les aliments. Surtout, on mange trop vite, en fait. Exactement. Et du coup, la digestion, ça perturbe les enzymes, ça perturbe la digestion. Voilà, ce qui fait les flatulences, les ballonnements et toutes les douleurs qu'on peut avoir au moment du jeûne. Oui, docteur, vous vouliez dire quelque chose? Oui, pour l'eau, les besoins sont minimum de 2,5 litres entre shorba et eau. Oui, l'être humain est majoritairement liquide. Pour la simple raison que pour détoxiner le corps, pour enlever les toxines, il faut maintenir une bonne durée, c'est-à-dire les urines doivent sortir, évacuer les toxines, et le transit intestinal doit être très bon, donc pour favoriser le transit. Donc si on prend des petites quantités, le corps a besoin d'eau, donc on assèche les selles, on rentre dans des périodes de constipation et donc les toxines restent dans le corps. Donc il faut favoriser cette vidange. Oui. Et puis pour les aliments, il ne faut pas que ce soit chaud pour l'estomac. Il faut que ce soit tiède parce que la chaleur augmente l'inflammation au niveau de l'estomac. Il faut avoir des aliments frais ou, donc il faut commencer par le lait frais qui entraîne une contraction des cellules d'estomac, donc une baisse de l'inflammation qui existe après 16 heures de jeûne.
Par contre, moi, je déconseille de commencer avec du lait parce qu'en fait... La fermentation, oui, oui. Alors, le lait, non, moi, je déconseille de commencer avec tous les produits laitiers. Est-ce qu'il y a des aliments, justement, est-ce qu'il y a des aliments... Il n'y a pas mieux que l'eau parce que l'eau, elle possède un pH, généralement, entre un pH neutre et un pH alcalin. Elle est alcaline ou basique. Donc, ça permet un petit peu d'apporter l'équilibre acido-basique. D'acidité, oui. Est-ce qu'il y a justement des aliments à éviter, Madame Hakim? Est-ce qu'il y a des aliments, par exemple, rappelez, justement, puisqu'on parle de liquide, rappelez à nos téléspectateurs l'importance de s'hydrater avec de l'eau, c'est très important. Mais rappelez également qu'il faudrait éviter peut-être certaines boissons sucrées qu'on a tendance à boire avec excès, comme sherbet, par exemple, ou les sodas. Tout cela, il serait important peut-être de le rappeler aussi. Bien sûr, on le rappelle toujours, même en dehors du mois de carême. Donner la part belle à tout ce qui est naturel, tout simplement. Exactement, exactement. Il n'y a pas meilleur qu'une alimentation saine et naturelle. Tous les produits industriels et sucrés, ça apporte non seulement le sucre très rapide qui va élever la glycémie très rapidement et qui va donner par la suite de la faim très très rapidement, mais aussi qu'il apporte ces produits, il apporte des additifs, des édulcorants, des améliorants, etc. qui vont intervenir au niveau du cerveau, ils vont provoquer des stress, des maux de tête, des migraines, voilà, et c'est très néfaste et pour une personne normale, pour les enfants, pour les personnes âgées, etc. Oui. Est-ce qu'on doit adapter justement les besoins selon l'âge, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques à chaque personne, par exemple les personnes âgées, un enfant qui jeûne pour la première fois, une femme enceinte ou allaitante, est-ce que ça change les besoins en nutrition, en nutriments? Bien sûr, bon, généralement l'équilibre alimentaire est conseillé pour toutes les catégories, pour toutes les tranches d'âge, mais après il y a ce qu'on appelle le besoin nutritionnel qui varie selon en fait le sexe, l'âge, l'activité physique et l'état de santé de la personne. Bon, pour les personnes âgées, c'est la catégorie la plus sensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils possèdent un vieillissement qui n'est pas en fait physique. C'est un vieillissement des cellules, vieillissement des organes, vieillissement des métabolites, des systèmes, etc. Donc, ce qui provoque beaucoup de problèmes de santé, anorexie, la gueusie, qui est la perte du goût, la perte de la perception de la soif. Il y a aussi l'anosmie, qui est la perte de l'odorat, etc. Et ça affecte son alimentation. Mais d'une manière générale, la personne âgée, on conseille qu'elle double sa ration en fibres. Pourquoi? Parce que généralement, les personnes âgées possèdent des constipations, mais de deux, pour ralentir un petit peu l'absorption du sucre, parce que les personnes âgées ont tendance à avoir une intolérance au sucre. Favoriser les sucres complexes tels que qu'on peut trouver dans les féculents et céréales complètes. Voilà, et surtout pour les personnes âgées, de l'eau. On va conclure avec une question toute simple. Est-ce qu'on peut concilier jeûne et diététique? Et quand je dis plutôt ramadan et diététique, je dis ramadan parce qu'il y a tout un poids culturel. Très brièvement. Hein. C'est vraiment le problème, c'est un problème de culture. Très brièvement, docteur. Ce n'est pas évident. Nous le constatons au quotidien. On ne peut pas changer une culture qui est presque millénaire facilement. Donc, en nous donnant des conseils, nous nous adressons aux personnes d'un certain niveau qui peuvent assimiler le message très rapidement, mais pour les personnes âgées, ce n'est pas évident du tout. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle encore une fois que l'émission a une page Facebook. Vous pouvez également nous suivre sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Rendez-vous, et rendez-vous dans une semaine. Au revoir.